Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là au matin d'Éric. On est déjà à notre 8e partie de comment exprimer des sentiments délicats à son ou sa partenaire. Hier, je répondais à la question suivante. Comment réagir si mon ou ma partenaire ne sait pas répondre avec amour? Hein? On expliquait que c'est important d'écrire une lettre d'amour, une lettre de réponse. Et là, on trouve le moyen pour que le contenu puisse être communiqué à notre partenaire, mais parfois, il peut y avoir de la résistance ou parfois, il peut y avoir des malaises, un inconfort ou du moins une atmosphère qui est pas agréable. Ça peut arriver, ça. Alors, on a vu ça hier, comment composer avec cette réalité-là pour retrouver l'harmonie ou du moins pour se diriger vers l'harmonie. Aujourd'hui, on se pose la question suivante. Quelles questions se poser avant de communiquer des sentiments délicats? Hein? Parfois, on se demande pourquoi j'ai de la difficulté à exprimer des sentiments délicats? Pourquoi j'ai de la difficulté à entendre euh, mon conjoint, ma conjointe exprimer des sentiments délicats? Ça peut être des sentiments négatifs même. Bien, il y a une chose qui est claire, c'est que c'est assez difficile pour tout le monde de communiquer des sentiments négatifs avec amour. Pour pouvoir le faire, ça prend un recul. Évidemment, ça prend un recul. C'est pour ça que la lettre d'amour permet ce recul-là et la lettre réponse encore plus parce qu'elle situe notre partenaire dans l'atmosphère dans laquelle on veut vivre cet échange, cette communication. Mais il reste que parfois, il y a des blessures du passé qui nous empêchent de justement être, comment dirais-je, être réceptif à ce qui est dit. Parce qu'on se sent menacé, on sent que ça vient toucher une blessure qui est présente. Alors, c'est important qu'on puisse trouver la source, la racine. Qu'est-ce qui est là? Parce qu'il y a quelque chose qui est présent. Alors, maintenant, il y a une série de questions que j'aimerais vous poser, que je vous invite à prendre en note, peut-être à réécouter la bande pour vraiment faire le point, parce que ces questions sont pertinentes. Ces questions sont peut-être à l'origine de ce qui vous fait réagir négativement quand votre partenaire vous ouvre son cœur. Ici, l'idée, ce n'est pas de lancer des pierres à qui que ce soit. L'idée, ce n'est pas d'entrer en conflit avec qui que ce soit. C'est tout simplement de s'arrêter, prendre conscience, et si des gens proches, des gens qu'on aime, des gens qu'on admire, nous ont blessés, eh bien, à ce moment-là, on en prend conscience et on chemine pour les pardonner. C'est ça qui est important. Alors, je commence avec une première question. Ce n'est pas des questions nécessairement dans l'ordre, donc c'est des questions que peut-être une d'entre elles va vous rejoindre, il y en a peut-être plus qu'une. J'en lance plusieurs pour rejoindre le plus grand nombre d'auditeurs et d'auditrices. Donc, la première que je vous lance, c'est comment puis-je partager mes émotions si mes sentiments me disent que je déteste mon partenaire ou ma partenaire? Hein? Alors, je veux lui faire part de ce que je vis, mais parce qu'il y a tellement de rancœur à l'intérieur de moi que j'ai de la difficulté à partager ce que je ressens. J'aimerais le partager, mais j'ai de la difficulté. Maintenant, il se peut que ce n'est pas tant que vous détestiez votre partenaire, c'est possible que vous le détestiez, mais dans certains cas, c'est tout simplement parce qu'il y a une accumulation. Il y a de la rancœur, il y a de l'amertume, et ça fait en sorte que vous ne ressentez plus d'amour pour votre partenaire. Alors, c'est important d'essayer de faire le point et justement, la rédaction d'une lettre d'amour peut vous aider à aller chercher ce qui se passe pour le mettre en lumière, le mettre sur papier, le voir et en prendre conscience, en prendre connaissance et justement démarrer un processus pour vous libérer de cette amertume-là, de cette rancœur. L'autre question, c'est comment pouvez-vous accepter les imperfections de votre partenaire si dans votre enfance, vous aviez l'impression de devoir être parfait pour mériter l'amour? Maintenant, l'idée, ce n'est pas de
de lancer des pierres à ses parents, c'est tout simplement de prendre conscience parce que nos parents ont été imparfaits. Nos parents sont imparfaits. Moi, en tant que parent, je suis imparfait. J'ai été imparfait. J'ai blessé mes enfants. C'est clair. Alors, maintenant, l'idée ici, c'est de prendre conscience qu'est-ce qui nous a blessés en tant qu'enfants pour justement nous libérer de l'amertume, nous libérer de la rancœur pour qu'on puisse vivre librement nos émotions, les communiquer avec amour et avec respect. Une autre question. Comment serez-vous capable de comprendre la colère de votre partenaire si votre père ou votre mère soulageait leur frustration en vous criant dessus ou en étant excessivement exigeant? C'est sûr, si vous avez été dans un foyer où est-ce que tout le monde se criait dessus, où est-ce qu'on était très exigeant, où est-ce qu'on n'a pas droit à l'erreur, c'est difficile ensuite de comprendre la colère de notre partenaire parce que on a de mauvaises expériences avec la colère. Et donc, il y a une façon mûre, mature et aimante d'exprimer la colère. Mais lorsque la colère est tout simplement le soulagement d'une frustration, c'est là que ça devient blessant et voire même agressant. Est-ce que vos parents devaient crier ou vous punir sévèrement lorsque vous désobéissiez? En d'autres mots, mais c'est normal en tant qu'enfant qu'on ait des conséquences. Mais quand on se fait toujours crier dessus et quand, par exemple, les conséquences sont disproportionnées, lorsque la conséquence est plus sévère que l'offense, lorsqu'on a beaucoup plus de conséquences négatives que d'éloges et d'encouragement, évidemment, ça peut blesser un enfant. Parce que, en tant qu'enfant, on n'a pas ce recul d'adulte pour faire la part des choses, d'une part. Et c'est important, en tant que parent, de renforcer l'identité positive de notre enfant. Et s'il y a simplement eu des réprimandes, une répression du négatif, mais pas une édification de ce qui est bon, alors à ce moment-là, c'est sûr que ça crée une blessure dans le cœur d'une personne et après ça crée un conflit de communication entre les deux partenaires dans un couple. Par exemple, est-ce que mes parents ont pris le temps de s'expliquer entre eux quand il y avait un désaccord ou quand ils devaient discuter d'un point? Est-ce qu'ils prenaient le temps de s'expliquer ou ils évitaient de s'expliquer? Donc, en d'autres mots, est-ce que pour pouvoir bien cerner cette dimension-là, est-ce que le climat à la maison, spécialement dans la relation de couple, papa et maman, est-ce que c'était une relation qui était froide, qui était tendue ou harmonieuse? Donc, ça, c'est des repères pour essayer de comprendre ces aspects-là. Comment pouvez-vous demander de l'aide que vous avez besoin si, en tant qu'enfant, vous étiez constamment ou vous vous sentiez constamment négligé ou déçu? Alors, quand on est enfant et on se sent négligé, on est déçu de nos parents. Par exemple, ils nous font des promesses, nous font miroiter des récompenses ou quelque chose de bon et ce n'est pas livré, ce n'est pas au rendez-vous, ou on se sent négligé, on est toujours en train de jouer tout seul, ils ne s'occupent pas de nous, ne nous écoutent pas. Évidemment, ça crée des réflexes, ça crée une habitude de vie. Alors, et c'est ça qui fait en sorte que dans certains cas, certains adultes ont de la difficulté à demander de l'aide, surtout chez les hommes. Même chez les femmes aussi, ça peut arriver là, parce que ça arrive souvent qu'une femme ne demandera pas de l'aide parce que pour elle, c'est évident que son conjoint devrait voir qu'elle a besoin d'aide. Donc, ça fonctionne dans les deux cas, qu'on soit homme ou femme, mais les réactions peuvent être les mêmes, mais pour des raisons différentes. J'y reviendrai là-dessus, on en a déjà parlé, mais je veux garder le focus sur les questions à se poser. Est-ce que votre difficulté à demander pardon est liée au fait qu'étant jeune, vous n'aviez pas le droit à l'erreur? Est-ce que c'était comme, il fallait toujours être parfait? Dès qu'on n'était pas parfait, bang, conséquence. Est-ce qu'on avait le droit à l'erreur? Est-ce qu'on était bien préparé à faire les choses? Donc, évidemment, on se sent toujours sous une menace quand on n'a pas le droit à l'erreur. Ce n'est pas un climat qui est propice à la joie et à la liberté.
Alors, une autre question. Comment pouvez-vous ouvrir votre cœur pour confier vos émotions si vous craignez le rejet étant jeune? Est-ce que vous aviez peur du rejet? Moi, par exemple, je ne pouvais pas, étant jeune, exprimer tout ce que je ressentais à mes amis parce que j'avais peur du rejet. J'avais peur qu'on ne m'accepte plus. Comment puis-je admettre mes erreurs si je crains continuellement la punition et le rejet? Ça, c'est vraiment important, ça, de revoir, de revisiter ces aspects-là. Comment je peux pardonner si je ne sais pas à quoi ça ressemble, ça, être pardonné. Si je n'ai jamais vécu l'expérience d'être pardonné quand j'ai fait des erreurs, alors c'est difficile pour moi de pardonner. Comment je peux offrir toute ma confiance à mon partenaire ou ma partenaire si les premières personnes à qui j'avais confiance dans la vie m'ont trahi? Hein? Si j'ai fait confiance à des gens et ils m'ont trahi d'une manière ou d'une autre, eh bien, moi, ça m'a blessé, ça m'a refermé. Alors, c'est sûr que ça va m'amener à faire difficilement confiance à mon ou ma partenaire, tout dépendant si je suis un homme ou une femme. Alors, comment penser que je puisse demander ce que j'ai besoin à mon ou ma partenaire si, étant enfant, on me faisait sentir que j'avais tort de demander quoi que ce soit? Arrête de demander ça, arrête de demander, tu sais qu'on n'a pas beaucoup d'argent, etc. Bien, des fois, ça peut être pour des raisons financières, d'autres fois pour des raisons de disponibilité. Peu importe la raison, si on sentait toujours qu'on dérangeait par nos demandes, eh bien, ça peut être difficile pour nous de demander quelque chose à notre conjoint ou de se faire demander quelque chose. Comment je parviens à exprimer mes émotions si, dans mon enfance, on me jugeait ou me rejetait constamment quand j'étais troublé ou quand j'avais envie de pleurer ou quand je pleurais? Donc ça peut vraiment affecter la relation. Comment je peux même savoir ce que je ressens si, étant jeune, mes parents n'avaient jamais le temps, n'avaient pas la patience ni la conscience de s'enquérir de mes sentiments ou de ce qui m'ennuyait? Donc, si je n'ai pas connu un environnement qui est propice à s'ouvrir, eh bien, à ce moment-là, ça peut devenir difficile de s'ouvrir. C'est quelque chose que je n'ai pas exercé. Comment je peux trouver la force d'écouter attentivement puis patiemment ce que ma partenaire veut me communiquer si personne n'était là pour écouter ce que j'avais à dire dans le passé? Alors, parce que l'écoute, ça se développe, mais souvent, on a des repères pour comprendre c'est quoi une écoute qui est non seulement attentive, mais une écoute qui est empreinte d'empathie, qui se soucie de l'autre. Alors, si je n'ai pas vécu cette expérience-là, c'est difficile de l'offrir à quelqu'un d'autre. Comment vais-je capable d'écouter les récriminations de mon ou ma partenaire si, dans mon enfance, on m'a tenu responsable pour les malheurs de ma mère? Puis, donc, à ce moment-là, c'est de ta faute là, si ta mère est fatiguée ou tu ne devrais pas demander ça à ta mère, là, elle travaille fort. Et nous, en tant qu'enfants, on le prend personnel. On ne comprend pas que oui, c'est possible que maman puisse être fatiguée parce qu'elle travaille à temps plein, elle a beaucoup de responsabilités, puis elle a des migraines, etc., elle dort pas bien. Mais on peut le prendre personnel, comme si on est trop. Alors, ça peut devenir difficile de dire hey, non, j'ai de la difficulté à recevoir ce que tu as à donner parce que je me sens carencé. Alors, l'idée, encore une fois, ce n'est pas de faire des reproches à nos parents, mais c'est de faire le point sur une réalité et de se libérer de cette blessure-là par le pardon. Alors, comment je peux pleurer pour soulager ma peine puis ma douleur si on m'a répété, étant jeune, non, pleure pas, ou les grandes personnes ne font pas ça, ils ne pleurent pas. Il y a juste les bébés qui pleurent. Là. Tu n'es pas un bébé, arrête de pleurer. Ou un homme, ça ne pleure pas. Ça, on l'entend de moins en moins, un homme, ça ne pleure pas, mais
t'es pas un bébé ou arrête de pleurer, t'es pas un bébé. Ça, on peut l'entendre un peu plus souvent, par exemple. Une dernière, comment arrivez-vous à communiquer vos sentiments avec amour et respect si vous n'avez pas eu 18 ans de pratique, sans menace ou sans rejet ou sans abandon? Quand je dis 18 ans de pratique, ça prend 18 ans pour être adulte ici au Québec, par exemple. Donc, si de votre vie d'enfant, d'adolescent, votre vie de jeunesse, vous n'avez pas eu l'espace pour communiquer vos sentiments et de vous sentir reçu, vous sentir respecté, vous sentir aimé au travers ces moments de confidence, bien, c'est difficile à ce moment-là d'être disponible pour l'autre. Alors, c'est souvent ce qu'il faut comprendre, et ces questions-là peuvent se résumer en 2 points. C'est qu'on a de la difficulté à communiquer ce qu'on ressent intérieurement, souvent par manque d'entraînement ou par absence d'un climat qui est propice à la confidence, à l'ouverture. Donc, soit qu'on a eu un manque d'entraînement, on n'a pas eu suffisamment d'occasion pour s'arrêter et s'ouvrir le cœur, ou soit que le climat n'était pas propice pour s'ouvrir le cœur. Et c'est pour ça que ça peut être important d'écrire une lettre d'amour à nos parents, par exemple, pour ouvrir notre cœur. Peut-être que nos parents ne sont plus vivants, comme les miens ne sont plus vivants, mais faire une démarche pour expliquer, exprimer notre colère, notre tristesse, nos peurs, nos inquiétudes et notre amour à nos parents pour qu'on puisse justement se libérer et les pardonner. Nos parents n'ont pas été parfaits et nous, si on est parents, on n'est pas toujours parfait. Alors, on cherche la perfection. Moi, en tant que père, je continue à consulter des ouvrages pour devenir un meilleur parent et je vois en cours de route, par l'instruction, que j'ai manqué. J'ai vraiment manqué. Et ça l'a blessé mes enfants. Et comme moi, en tant qu'enfant, j'ai été blessé par mes parents. C'est un cycle qui est normal, mais on n'est pas obligé de laisser ce cycle normal produire des effets négatifs dans notre relation de couple. On peut mettre un terme à ça, chercher justement à voir ça vient d'où mon blocage, l'identifier, pardonner les gens qui nous ont blessés. Ça peut être nos parents, ça peut être des amis, ça peut être des gens de notre entourage, des frères, des sœurs, etc. Et bien à ce moment-là, pour se libérer puis être de plus en plus libre d'exprimer avec amour, avec respect, avec sensibilité, avec considération, nos sentiments les plus douloureux. Alors, on va continuer demain et je vais répondre à cette question. Comment exprimer des sentiments délicats à son ou sa partenaire? Il y a tout un processus à considérer. Pourquoi je prends plusieurs capsules comme ça? Parce que c'est un sujet qui est délicat. Et plus on va savoir comment exprimer à notre partenaire nos sentiments délicats, eh bien, plus la communication va être harmonieuse et plus la communication est harmonieuse, eh bien, plus l'amour peut se déverser et c'est là que notre complémentarité trouve son bonheur. Alors, je vous revois demain autour de 7h15 au Québec, 13h15 en France et je vous souhaite un bon jeudi à tous et à toutes. Au revoir. Ciao!